Nous allons donc, pendant cette séance, enchaîner sur ce qu'on a fait la dernière fois, à savoir le dihybridisme. Et donc, on avait dit que lorsque deux gènes sont génétiquement indépendants et physiquement liés, ça veut dire qu'ils sont situés sur un même chromosome et très éloignés l'un de l'autre. Donc, dans ce cas, pour pouvoir estimer la distance entre les deux gènes, on est obligé de choisir un marqueur donc, qui doit être situé entre les deux gènes. Donc, dans notre cas, jusqu'à maintenant, on a parlé des couples d'arrêt BP+. Alors, ce marqueur, ce ne sera rien d'autre qu'un troisième gène et qui va nous permettre de travailler sur des segments chromosomiques plus petits. Et donc, ça nous permettra d'être dans la liaison génétique et donc ça va permettre de pouvoir calculer la distance. Et donc, on se retrouvera dans un trihybridisme. Comme son nom l'indique, le trihybridisme, c'est tout simplement un croisement entre deux souches qui diffèrent par trois gènes. C'est ce que nous avons ici sur cette planche. Donc, on a trois couples d'arêtes, AA+, BP+, et CC+. Alors, ce trihybridisme, on l'appelle aussi un croisement à 3 points. Alors, on peut l'utiliser pour déterminer le phénotype des parents s'il est inconnu. Ici, vous avez un exemple. On a croisé deux souches haploïdes qu'on va appeler souche 1 et souche 2. Dont le phénotype est inconnu. Je rappelle ici qu'on dit phénotype ou génotype, c'est la même chose puisqu'on est chez des organismes haploïdes. Donc le phénotype reflète le génotype. Alors, ici, on a le zygote qui est A2N et qui va subir la méiose pour donner les tétrades ou les spores. Alors, ici, on a représenté le zygote, mais on peut aussi l'utiliser pour représenter deux chromatides en stade prophase 1 de la méiose, c'est-à-dire ici. On a trois couples d'arêtes. Ici A, B+, C+, la même chose ici. Donc, nous avons 4 chromatides comme d'habitude. Et sur cette planche, on a représenté seulement, par exemple, la chromatide 2 et 3. Vous avez ici. Alors, ce zygote va subir la méiose. Et donc, il y a 8 cas possibles, selon s'il y a eu crossing over ou non, et où il y a eu crossing over. Alors, c'est 8 cas. 2 cas sont les premiers, c'est les cas où il n'y a pas du tout de crossing over, pas de recombinaison. 2 cas où il y a crossing over entre A et B. 2 autres cas où il y a crossing over entre B et C. Et les 2 derniers cas où il y a crossing over entre A et B et entre B et C. C'est pourquoi donc il y a 8 cas possibles. Et donc 8 types de spores possibles pour une seule méiose. Mais dans une seule méiose, parmi les 8 cas, il y a seulement 2 qui sont réalisés. Ici, donc, nous avons le zygote qui a 2 N chromosomes qui va subir la méiose. Et après la méiose, on a 8 cas possibles, selon qu'il y ait crossing over ou non. Alors, ces 8 cas, les 2 premiers cas, c'est lorsqu'il n'y a pas du tout de crossing over, pas de recombinaison. C'est-à-dire que c'est un cas qui ne donnera que des spores parentales. Le deuxième cas, c'est lorsqu'il y a crossing over seulement entre A et B, et il n'y a pas de crossing over entre B et C. C'est-à-dire, par exemple, ici. Les 2 autres cas suivants, c'est lorsqu'il y a crossing over seulement entre B et C, et il n'y a pas de crossing over entre A et B. C'est-à-dire ici.
les deux derniers cas, c'est lorsqu'il y a crossing over entre A et B et aussi entre B et C. Donc en tout, nous avons 8 cas. Alors il est à rappeler que dans une seule méiose, seulement 2 cas parmi ces 8 sont obtenus. Mais dans la totalité de toutes les méioses qu'on a, on va voir bien sûr les 8 cas. Alors ici, on a la descendance en spore en vague de ce croisement de la souche 1 avec la souche 2. Alors qu'est-ce qu'on remarque parmi ces phénotypes? Il y en a 8. Parmi ces 8, il y en a 2 qui n'ont pas du tout subi de crossing over, 4 qui ont subi un seul crossing over, soit dans un segment chromosomique, soit dans l'autre, et 2 qui ont subi 2 crossing over, c'est-à-dire un crossing over dans chaque segment. Alors, on rappelle qu'on est dans le cas de la liaison génétique. Et quand il y a liaison génétique, ça veut dire que les parentaux sont toujours supérieurs aux recombinés. C'est-à-dire que parmi ces 8 phénotypes, ceux qui ont les effectifs les plus élevés, ce sont des génotypes parentaux. Donc, d'un côté, nous avons le phénotype B, donc qui est en réalité A+, B, C+, et de l'autre côté, nous avons le phénotype AC, qui est A, B+, C. Ça veut dire que ces deux types de spores contiennent un chromosome parental qui n'a pas du tout subi de crossing over. Ça veut dire que la souche 1 et la souche 2 possèdent ces phénotypes. Donc, je vais écrire ici souche 1 et souche 2. Donc ceci nous a permis de déterminer le phénotype des parents, même s'il est inconnu. Alors maintenant nous avons 3 gènes. Nous connaissons les phénotypes des parents, mais nous ne connaissons pas l'ordre des gènes sur le chromosome. Alors bien sûr, il y a 3 cas possibles, puisqu'il y a 3 gènes. Donc, soit c'est le couple d'allèles AA+, qui se trouve au milieu, soit c'est le couple CC+, qui se trouve au milieu, soit c'est le couple BP+, qui se trouve au milieu. Alors, pour déterminer le gène qui se trouve au milieu, il suffit de comparer le phénotype des parents et celui des doubles recombinés. Alors, le phénotype parental à comparer avec le phénotype des types de spores qui ont subi 2 crossing over. Alors, pourquoi? On va essayer d'expliquer ça ici. Alors, ici, nous avons les parents. Et ici, les doubles recombinés. Ça, c'est un exemple qui n'a pas forcément un lien avec l'exercice que nous sommes en train de faire. Alors, je vais faire une petite illustration ici. Je vais schématiser seulement 2 chromatides. Nous avons A plus C plus B avec A, C, B plus. Alors, s'il y a un seul crossing over ici, on va avoir cette situation. B plus et ici A, C plus B. Ça, c'est le premier crossing over, c'est-à-dire ici. Maintenant, le deuxième crossing over, on va avoir cette situation. Donc A plus A resteront toujours à leur place. C, C plus toujours à leur place. Ici, on va avoir B, B plus. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc, ce que je fais ici, c'est une illustration plus détaillée de ce qui se passe là. Donc, en allant des parentaux
ou double recombinés, en réalité A et B sont restés à leur place, alors que C a été permuté. Ça veut dire que lorsqu'on compare les parentaux et le double recombiné, le gène qui se trouve au milieu est permuté. Donc, pour le déterminer, il suffit de comparer les parentaux et le double recombiné. Alors, les parentaux, on les reconnaît, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'ils ont l'effectif le plus élevé. Donc, il nous reste 6 parmi les 6 qui restent. Il y a bien sûr 2 qui sont double recombinés. Alors, ces doubles recombinés, théoriquement, ils ont l'effectif le moins élevé. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont la probabilité la plus petite d'avoir lieu. Sachant que logiquement, on a plus de chances d'avoir un seul crossing over dans un des deux segments que d'avoir les deux crossing over en même temps. Donc, les doubles recombinés ont l'effectif le plus petit. C'est-à-dire, ici, ce phénotype A avec un effectif de 2 et le phénotype BC avec un effectif de 1. Donc, si on essaie de les comparer aux parents, regardez sur le tableau les phénotypes parentaux. Donc, les doubles recombinés, nous avons d'une part A qui est donc en réalité A, B+, C+, et nous avons d'autre part BC qui est en réalité A+, BC. Donc, quand on compare ces deux parentaux avec ces deux recombinés, on va trouver que A plus B sont ensemble ici, ils sont toujours ici. Ici, ils sont avec C+, alors que là, ils sont avec C. La même chose pour celui-là. A, B+, ces deux allèles sont ensemble ici, ils le sont toujours chez ce double recombiné. Donc, chez ce parent, ils sont avec l'allèle C, alors qu'ici, ils sont avec l'allèle C+. Donc, en allant des parentaux au double recombiné, on remarque que c'est le couple d'allèles C qui est permuté. Donc, par conséquent, c'est le couple d'allèles C qui se trouve au milieu. Donc, on a cet ordre. Sur notre chromosome, les gènes sont placés de manière à ce que c'est le couple d'allèles C qui se trouve au milieu. Donc, on est dans cette situation. Alors, à partir de ce moment, on peut calculer la distance sur ce segment. On remarque alors que entre les parentaux et les doubles recombinés, chez ce parent A plus B sont des allèles associés. Ils le sont toujours chez ce double recombiné. C'est A plus B. On a ici. Chez ce parent, ils sont avec l'allèle C+, alors qu'ici, ils sont avec l'allèle C. La même chose pour l'autre parent et l'autre double recombiné. A est associé à B+, ils le sont toujours chez ce double recombiné. Chez ce parent, ils sont avec l'allèle C, alors que ici, chez ce double recombiné, ils sont avec l'allèle C+. Donc, c'est le couple d'allèles C+, qui se trouve au milieu des deux autres. Et donc, on est dans cette situation. Voilà, donc on a A+, suivi de C+, et finalement B+. Donc, à partir de ce moment, on peut calculer la distance d'une part entre A+, et C+, et d'autre part entre C+, et B+. Donc, pour calculer ces distances, on est censé utiliser ces phénotypes. Alors, la distance entre A+, et C+, pour la calculer, il faut, parmi les 8 phénotypes, chercher quels sont ceux qui sont recombinés seulement entre A et C, sans regarder le couple d'allèles B+. Donc, on va revenir à ces phénotypes.
on voit que les doubles recombinés, c'est-à-dire celui-là et celui-là, ils sont recombinés entre A et C. Donc là, je vais poser le phénotype des parents qui sont d'une part A plus B, C plus, et d'autre part A, B plus C. Alors, on ne va pas s'intéresser à B, donc je peux l'effacer. Je vais regarder uniquement les couples d'arène AA+, et CC+. Parmi donc ces 8 phénotypes, tout ce qui est A+, C et A, C+, ce sont des recombinés. Les recombinés, ce sont d'une part A plus C et d'autre part A, C+. Donc, en regardant, les parentaux, bien sûr, ne sont pas recombinés. Ils sont d'une part A, C+, et AC, c'est ce qu'on voit ici. Les doubles recombinés, l'un, il est A, C+, l'autre, il est A plus C. Donc, il y a les doubles recombinés, c'est logique, puisqu'ils sont recombinés au niveau des deux segments. Il nous reste les 4. 4 autres. Parmi les 4 qui restent, nous avons celui-là C, il est A plus C, et celui-là, il est AC+. Donc, ce sont aussi des recombinés. Les derniers qui restent, ce sont d'une part A plus C+, et d'autre part AC. Ce sont donc des parentaux. Donc, la distance entre A et C, et celle-là, c'est 2 plus 48 plus 47 plus 1 sur le total qui est 2000 fois 100. Ça va nous donner une distance de 9,8 centimorgans. Donc ici, nous avons 9,8 centimorgans. Donc, pour l'autre segment, les doubles recombinés seront pris en considération puisqu'ils sont recombinés dans les deux segments. Ces 48 et 47 ont été comptés dans ce segment. Donc les deux autres qui restent, c'est forcément dans ce segment. C'est ceux qui ont des effectifs de 23. Donc cette distance entre C et B deviendra 23 deux fois, plus 2 plus 1 sur le total fois 100. Et ça va nous donner une distance de 4,9 centimorgans. Et donc on se retrouve avec cette petite carte chromosomique qu'on appelle aussi carte factorielle. Factorielle. Ça s'appelle aussi carte chromosomique, c'est la même chose. Alors, maintenant, on peut aussi, puisque les 3 gènes, 2A2 sont génétiquement liés, on peut aussi calculer la distance entre AA+, et BB+. Alors, cette distance, c'est les recombinés entre A et B. Donc, si on revient ici, on va trouver que ces deux sont parentaux, bien sûr. Ces deux doubles recombinés, ils sont d'une part A, B+, et d'autre part A plus B. Donc, ce sont des parentaux, parce qu'ici, on a B. Si on prend en considération B, ce sont des parentaux. Donc, les recombinés entre A et B qu'on a, c'est celui-là, qui a un effectif de 48, celui-là qui a un effectif de 47, et ces deux derniers qui ont respectivement les effectifs de 23. Donc cette distance, c'est entre A et B, c'est 47, 43, 23, 23 sur le total fois 100, et ça va nous donner une distance de 14,1 centimorgans. Donc, si on fait ça, 14,1 centimorgans. Alors, bien sûr, on remarque que 14,1 centimorgans ne correspond pas à la somme de 9,8 plus 4,9. Parce que la somme de ces deux, ce n'est pas 14,1, c'est plutôt 14,7. Et donc,
On se pose la question, est-ce que c'est 14,1 ou c'est 14,7? Alors la réponse vient du fait que quand on a calculé la distance entre A et B, on n'a pas considéré ces doubles recombinés. Et là, je rappelle qu'en réalité, la distance, c'est quoi? C'est qu'on compte le nombre de crossing over qui ont eu lieu. Et ici, chez ces doubles recombinés, il y a 2 crossing over pour chacun, mais qu'on ne voit pas dans cette formule. Pourquoi? Parce qu'en les regardant, ils nous paraissent des parentaux pour les couples d'allèles AA plus BB+. En réalité, il faut les compter. Donc, cette distance entre A, en réalité entre A et B, en réalité est égale aux 4 recombinés plus les crossing over qui ont eu lieu ici et qu'on n'a pas vu. Alors les doubles recombinés, on a ici 2 et 1, ça fait 3 doubles recombinés en tout. Chaque double recombiné a subi 2 crossing over. Donc 3 fois 2, il y a 6 crossing over qu'il faut additionner ici. Sur le total fois 100, ça va nous donner 14,7. Il est là. Donc la distance réelle, ce n'est pas 14,1, mais c'est 14,7. Et je ne dis pas la distance réelle, je dis que c'est la distance la plus proche de la réalité, la mieux estimée. Et ça, on trouve une notion importante, c'est que quand on a travaillé sur ce segment et ce segment, ce sont 2 segments, bien sûr plus petits que ce grand segment. Donc la conclusion qu'on tire, c'est que plus on travaille sur un segment petit, plus on s'approche de la valeur réelle de la distance. Pourquoi? Parce que dans un grand segment, souvent, lorsqu'il y a 2 crossing over en même temps, l'effet d'un crossing over est annulé par un autre crossing over. Alors, il y a une notion importante qu'on rencontre souvent quand on fait un trilinguisme, c'est lorsque il y a impossibilité d'avoir 2 crossing over en même temps. C'est-à-dire, si je reviens à ce schéma, parfois, on ne peut pas avoir de double recombinés. Pourquoi? Parce que la réalisation d'un crossing over empêche la réalisation de l'autre, ou l'inverse. Lorsqu'un crossing over empêche l'autre, ça empêche le fait d'obtenir des doubles recombinés. Et dans ce cas, on dit qu'il y a interférence. Ça veut dire que les 2 crossing over interfèrent l'un avec l'autre. Soit il y a l'un, soit il y a l'autre. Donc le résultat, c'est que le nombre de doubles recombinés qu'on obtient expérimentalement est inférieur à celui qu'on doit obtenir théoriquement. Alors ici, dans notre cas, réellement, on a obtenu 3 doubles recombinés qu'on voit ici. Il y a ce phénotype A et ce phénotype BC. Donc nous avons les doubles recombinés égal à 3. Donc c'est un pourcentage de 0,3%. Puisqu'il y a 3 pour 1000. Ce sont les doubles recombinés observés. C'est un effectif qui est inférieur à celui qu'on doit théoriquement obtenir. C'est-à-dire, point de vue théorique, combien on devrait obtenir de doubles recombinés. Quel est le pourcentage théorique? Alors, le pourcentage théorique, donc on appelle double recombiné attendu, c'est tout simplement le produit des 2 distances. C'est 9,8
9,7, combien on a trouvé? C'est 9,8 fois 4,9. Et donc ça va nous donner un pourcentage théorique d'environ 0,4%. Ici, après avoir arrondi, parce que ça doit donner 0,48, je crois. Et on va arrondir pour simplifier le calcul, on va garder la valeur de 0,4. Alors, on a dit tout à l'heure que cette notion d'interférence fait que soit on a un crossing over, soit on a l'autre crossing over. Quand il y a interférence. Alors, dans le cas où on peut avoir les deux crossing over en même temps, on dit qu'il y a coïncidence. Alors, la coïncidence, elle est caractérisée par son coefficient. On appelle coefficient de coïncidence. Tout simplement, c'est le rapport pourcentage des doubles recombinés observés sur le pourcentage des doubles recombinés attendus. Donc, dans notre cas, ce sera 0,3 sur 0,4 et ça va être 0,75. Donc, on a un coefficient de coïncidence qui est égal à 0,75. Alors, l'interférence plus la coïncidence est égale à 1, puisque le maximum c'est 100%. Et par conséquent, l'interférence est égale à 0,25. Donc, ça veut dire quoi cette interférence qui est égale à 0,25? Ça veut dire tout simplement que parmi tous les doubles recombinés qu'on devrait obtenir, on a obtenu seulement 75%. 25% de ces doubles recombinés attendus, ces 25% ont été éliminés à cause de l'interférence. Alors, il y a les cas extrêmes, puisque l'interférence et la coïncidence, leur somme est égale à 1, et les deux sont comprises entre 0 et 1. Donc, il y a le cas extrême où l'interférence est totale. Alors, lorsque l'interférence est totale, ça veut dire que la coïncidence est nulle. Dans ce cas-là, il y a impossibilité totale d'avoir les doubles recombinés, les deux crossing over en même temps. Donc, dans ce cas-là, on n'obtient pas ces doubles recombinés. On obtient seulement les 6 autres phénotypes. Pourquoi? Parce que l'interférence est totale. L'autre cas extrême, c'est lorsque l'interférence elle est nulle et la coïncidence elle est totale. Dans ce cas-là, on a autant de doubles recombinés observés que de doubles recombinés attendus. Ça veut dire aussi que jamais la réalisation d'un crossing over n'empêche celle de l'autre. Alors je vais profiter pour parler aussi du trihybridisme chez un organisme à cycle diplobiotique, c'est-à-dire chez les diploïdes. Alors c'est le même principe que chez les haploïdes, sauf que tout à l'heure on était en train d'analyser les produits de la méiose, c'est-à-dire les spores. Maintenant, chez un diploïde, on va analyser la descendance du test cross. Alors, vous savez très bien que quand on travaille chez un organisme diploïde, pour voir la recombinaison, pour voir s'il y a liaison indépendante génétique, pour calculer les distances entre les gènes, on utilise la descendance du test cross. Dans notre cas ici, on croise deux parents, P1 et P2, dont le phénotype et le génotype sont inconnus. À partir de ces deux parents, on a obtenu une F1 qui est homogène, qui est à 100% sauvage. On a réalisé le test cross, c'est-à-dire le croisement d'un individu F1 avec le triple homozygote récessif, et on a obtenu la descendance du test cross 8 phénotypes, exactement comme chez la pluie. Ici, c'est les mêmes effectifs, j'ai exprès choisi les mêmes effectifs, sauf que ici on a des spores, donc des cellules à N chromosomes, alors que ici, nous avons la descendance du test cross, donc ce sont des individus à 2 N chromosomes.
parmi ces 8 phénotypes, le génotype de chacun de ces 8 contient un chromosome qui est petit a, petit b, petit c. Donc, ces 8 phénotypes vont nous permettre de déterminer le génotype de F1 et les génotypes des parents. Alors, comme tout à l'heure, bien sûr, les parentaux, ils ont les effectifs les plus élevés. Donc, d'une part, nous avons le phénotype B, et d'autre part, le phénotype AC. Alors, B, son génotype provient d'un test cross, donc il est A plus B, C plus sur A, B, C. Permettez-moi, je suis obligé de changer de marqueur. Pour ce phénotype, nous avons le génotype A, B plus C sur A, B, C. Alors, ce sont des parentaux, ça veut dire que chez cet individu, le chromosome ayant le génotype A plus, B, C plus, provient de F1 sans avoir suivi de recombinaison. La même chose pour celui-là. Cet individu a le chromosome A, B plus C, qui provient de F1 ou d'un gamète F1 sans avoir suivi de recombinaison. Ça veut dire que le génotype de F1, c'est celui-là. C'est A plus B, C plus sur A, B plus C. C'est-à-dire ce chromosome avec celui-là. Par conséquent, puisque les parents sont de race pure, donc nous avons P1, il a le génotype A plus, B, C plus. C'est ce chromosome 2 fois. L'autre parent, c'est de ce chromosome 2 fois. P2, il a le génotype A, B plus, C sur A, B plus, C. Donc ceci nous a permis de déterminer le génotype de F1 et les génotypes des deux parents. Tout à l'heure, en parlant des haploïdes, ça nous a permis de déterminer le phénotype des parents qui reflète le génotype. Maintenant, puisque c'est des fluides, ça nous permet de déterminer le génotype de F1 et le génotype et le phénotype des parents. Alors pour le reste, le calcul c'est le même. Donc nous avons le calcul c'est le même, je veux dire tout ce qui est calcul de la distance, tout ce qui est interférence et coïncidence, c'est exactement, c'est le même exemple, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu chez les haploïdes. Alors sur ce tableau, il y a un petit récapitulatif, donc ici vous avez ce qui concerne les haploïdes, ici ce qui concerne les diploïdes, donc le cycle, on l'a déjà dit, c'est un cycle haplobiontique, donc la méiose suit immédiatement la fécondation. Et ce qu'on analyse, c'est les produits de la méiose. Ici, après fécondation, il y a immédiatement des mitoses qui donnent l'individu qu'on observe. Donc on analyse les produits des mitoses qui surviennent après la fécondation. Alors ici, les produits analysés, donc c'est les analyses de la produit de la méiose à un chromosome. Ici, c'est l'analyse des produits des mitoses du zygote qui est à 2N chromosomes. Alors ici, bien sûr, on l'a déjà dit aussi, le phénotype reflète le génotype. Chez un diploïde, non. Le phénotype ne reflète pas le génotype. Chez un diploïde, pour déterminer le génotype, on est parfois obligé de faire un test cross. Alors, lorsqu'on fait un dihybridisme ou un trihybridisme, pour voir la liaison ou l'indépendance génétique, ici on compare, chez les haploïdes, on compare les produits de la méiose, c'est-à-dire les types parentaux et les types recombinés de la descendance des produits de la méiose, donc des cellules à un chromosome. Ici, on compare les types parentaux et les types recombinés de la descendance du test cross chez un organisme diploïde.
Alors la même chose pour les distances. Ici, c'est le nombre de recombinés sur le total fois 100 en comptant les produits de la méiose. Ici, c'est en comptant, pour calculer les distances, c'est en comptant les recombinés de la descendance du test cross.